En fait, je viens de commencer le doctorat cette semaine, qui a la monnaie pour objet. Et je vais essayer de penser la monnaie comme un opérateur psychosocial, surtout à partir de Simondon. Et c'est pour ça que je viens de quitter le journal où je travaillais pendant quelques années pour revenir un peu à la vie universitaire. Et mon intérêt pour la neuroéconomie, c'est subsidiaire dans cette question de la monnaie, parce que j'ai l'impression que quelque chose comme une monnaie, comme cet opérateur, est nécessaire pour pouvoir obtenir les résultats ou au moins le champ de discours qu'il faut pour la neuroéconomie pour fonctionner, voilà, de la façon où les chercheurs le veulent. Je ne sais pas très bien combien de temps j'aurai pour parler, ce que vous avez prévu. Normalement, vous disposez de 40 minutes. Voilà. D'accord. Bon, Ça suffit pour vous? Ça va? Pardon? Ça va? 40 minutes? J'espère. Je ne sais pas très bien si ça s'allonge, vous pouvez m'interrompre. Enfin, j'ai écrit un peu librement comme ça. D'accord. Donc, mais finalement, ce que j'ai préparé, je suis arrivé à la conclusion que ce serait plus simple et plus intéressant dans l'intérêt de jeter un regard sur ce champ de la neuroéconomie qui est tout nouveau d'ailleurs, de tout simplement soulever des questions sur la production de ce qu'on pourrait appeler un paradigme épistémique économique qui est indissociable d'une opération technique opérée par les neuroéconomistes. Parce que les neuroéconomistes, ils présentent la neuroéconomie comme une sorte de conjonction, évidemment, de l'économie, et en particulier à la microéconomie, pas en particulier, mais précisément la microéconomie, les paradigmes microéconomiques avec la neurobiologie, et cela de façon à permettre la prévision de comportements humains d'un genre assez particulier, à partir de l'observation de variations, soit dans les activations électriques, soit dans la composition hormonale du cerveau. Et je pense que ce qui nous intéresse dans cette confrontation avec la neuroéconomie, assez brève d'ailleurs, est de regarder qu'est-ce qu'il faut pour opérer ces opérations-là, du côté conceptuel comme du côté technologique, qui permettent, par l'entremise d'un appareillage très complexe, de produire ce plan discursif qui est cohérent et calculable. Cette calculabilité est très importante pour eux, à partir d'une tension entre les données obtenues et les conceptions appliquées. Donc, je vais me limiter pour le moment à une concentration sur les présupposés de ce que ces chercheurs appellent souvent une ontologie économique, qui sous-tend les thèses neuroéconomiques. Et comment ces présupposés orientent la mise en conformité des expériences comportementales, behavioral, neuroéconomiques, avec les sujets même de ces recherches. Et pour ça, j'aimerais commencer par la description d'une expérience qui a été réalisée séparément par deux neuroscientifiques américains, deux neuroéconomistes d'ailleurs américains, qui sont Paul Glimcher et Colin Kammerer. Glimcher est de New York et Kammerer, je pense qu'il est de Californie, donc ils sont très séparés dans l'espace. Bon, là, il s'agit de singes qui ont assez soif, et ça c'est important, ce sont des quite thirsty monkeys, comme ils disent, et ils sont soumis à un son qui se fait suivre d'un jet de jus directement dans la bouche. Et les chercheurs mesurent l'activité de neurones liées à la dopamine, qu'on associe normalement à la satisfaction, comme dans la pratique sportive, par exemple.
Et dans un premier moment, il n'y a pas d'activité significative des récepteurs de dopamine, contrairement à ce qu'auraient espéré les chercheurs, parce que le jus est en thèse agréable pour les singes qui ont soif. Et l'activité neuronale, elle a lieu cependant quand le volume du jus est soudainement augmenté. Et puis, elle diminue encore progressivement avec de nouvelles augmentations jusqu'à ce qu'elle revienne à l'état de repos. Et de temps en temps, les chercheurs sonnaient sans pour autant faire suivre le jet de jus. Et le résultat était une très basse activité neuronale, ce qui aussi est surprenant pour Glimcher et Kammer, dès qu'on considère la projection d'une satisfaction espérée. Bon, Glimcher lit cela comme démontrant que le cerveau du singe est capable d'évaluer la différence entre le gain attendu et celui effectivement reçu, et que les neurones sont capables de codifier les variations de ce gain, ayant donc l'habilité d'évaluer. Mais à ce point, la tâche du chercheur est de définir un modèle, une matrice, capable de prévoir les variations de cette capacité d'évaluer. Et le courant auquel Glimcher appartient, elle est connue comme économie neurocellulaire. Kammerer, de sa part, il appartient à un courant connu comme économie comportementale dans le scanner. Et son interprétation de ce même phénomène fait appel au concept d'homéostasie. Le corps, y inclus le cerveau, selon Kammer, s'adapte aux stimulations de l'environnement, gardant son équilibre interne. Et cela peut être automatique, comme par des réflexes ou alors quand on ferme les yeux devant une lumière très forte, mais aussi, dit Kammer, à la suite d'un raisonnement, comme quand on met un pull s'il fait trop froid, par exemple. Mais l'important, selon Kammer, c'est que le plaisir n'est pas le résultat des opérations de la conscience, comme voudrait par exemple l'utilitarisme pur, mais un signal, comme le sommeil ou la satisfaction. Et là, l'homéostasie apparaît comme une question d'ajustement et pas une affaire de palier. Et la notion de maximisation qui est centrale pour l'économie et que Glimcher utilise beaucoup, mettrait donc pour Kammer au bout ce qui est plutôt au milieu, qui est l'état d'équilibre. Bon, et cette distinction est importante pour nous à cause des efforts que les neuroéconomistes feront par la suite pour rapprocher ces deux points de vue. Et dans ce rapprochement se trouve l'effort de créer un sens stable pour la neuroéconomie, profitant d'une conception du monde à laquelle les économistes s'attachent très fortement, tout en instruisant les sujets de recherche de façon à obtenir des résultats qui puissent être comptabilisés et compatibilisés selon les axiomes qui sous-tendent leurs théorèmes. Pour d'autres neuroéconomistes encore, d'ailleurs, les interprétations de Glimcher et de Kammer peuvent être mises sur le même plan si l'on considère des versions cernées de la théorie du choix rationnel. Mais voyons cela. Et c'est dans ces limitations que se joue le travail de production d'un champ épistémique à un niveau croisé de l'activité cérébrale et de l'action individuelle telle qu'elle est définie dans l'individualisme méthodologique dans sa version adaptée à la microéconomie. Et en effet, les études neuroéconomiques se développent dans des recherches concernant les théories du comportement économique, du choix rationnel et de l'évaluation de gains et pertes. Le fait que les fondateurs de la neuroéconomie définissent l'économie en général comme une science de la prise de décision humaine, ça c'est par exemple dans un texte de Paul Zak, qui est un autre neuroéconomiste. Cette définition les met dans le sillage de l'ambition microéconomique exprimée par Ludwig von Mises en 1949 dans son ouvrage Human Action. C'est une forme extrême de l'individualisme méthodologique qui détermine aussi la façon dont ces auteurs regardent les phénomènes collectifs ou d'environnement. Cela veut dire que pour ces auteurs, le niveau décisif de ce qu'est l'économie
n'est pas celui d'une collectivité qui échange, de vivants qui survivent, qui produisent des modes de vie, qui désirent, mais au contraire l'étude d'une machine fixe qui est le marché, où des nœuds qui sont les agents, c'est-à-dire les individus, établissent leur mode d'action selon les signaux de perte et de gain possibles ou effectivement réalisés. Ainsi, comme dit un neuroéconomiste appelé Ross, le cerveau et le marché possèdent une importante propriété commune. Ils fonctionnent parallèlement comme des processeurs d'information et d'évaluation. Et à partir d'une telle interprétation, on se rend compte qu'il faut avant tout se demander sous quelles conditions l'économie, et là-dedans la neuroéconomie bien sûr, peut se dire science de la prise de décision humaine. Décrire le cerveau et le marché comme des machines similaires n'est pas une attitude neutre. Ainsi que pour faire cette affirmation, il faut isoler de toute la vie collective cette partie qui peut être décrite comme une activité de marché, définie comme réponse à des évaluations de perte de gains. Il faut aussi isoler dans l'activité cérébrale l'activité qui se rapporte au gain et à la perte au sens strict. Il faut ainsi que toute affectivité qui ne fonctionne pas sur cette base soit considérée comme du bruit, c'est-à-dire pas comme des signaux, pas comme une réalité douée de sens dans ce système-là. Ou alors, comme le dit Glimcher, je trouve ça assez drôle d'ailleurs, comme banal. En effet, Glimcher déclare textuellement que du point de vue d'un économiste, les neuroscientifiques en général perdent leur temps, c'est ce qu'il dit, en étudiant des situations qui semblent plutôt banales, ne traitant pas de pertes et de gains, c'est-à-dire de choix rationnels. Un économiste, dit Glimcher, ne considérerait ces situations-là que comme des actions réflexes. Mais la formulation d'un champ discursif qui permette cette construction de sens est la question décisive, à mon avis. Et le plus important est le fait qu'elle se rapporte à l'usage d'un ensemble remarquable de dispositifs techniques et conceptuels en parallèle, l'un servant l'autre jusqu'à en obtenir une synthèse. Il ne faut pas oublier que la notion même de décision ou de choix, des mots qui sont employés comme des synonymes par la microéconomie, appartiennent à un domaine ultimement affectif. Scinder ainsi l'affectivité et le choix rationnel est cela même une opération affective qui exige des opérateurs particuliers comme le vent. C'est-à-dire que, pour parler un peu comme Simondon, faire de la microéconomie la science de la prise de décision humaine consiste à agir sur des processus d'individuation. C'est donc un geste psychotechnique, un geste d'emblée transindividuel. Et tout d'abord, il faudrait citer, je pense, qu'une fois que la neuroéconomie a décidé de se présenter comme science de l'action humaine, dans ce qu'elle a de plus intime, elle se propose à opérer un passage aussi dans les fondements de l'économie elle-même. Elle veut passer du comme si, comme disait Stanley Jevons, à un comme c'est, pour ainsi dire. Jevons, qui est un des pères de la révolution marginaliste en économie, disait qu'il faudrait traiter la logique des échanges dans une économie comme si les agents voulaient maximiser leur utilité. Et ce concept d'utilité étant aussi un outil conceptuel, c'est-à-dire strictement instrumental. Imaginaire, l'on pourrait dire. Le cerveau, où les évaluations de cette utilité auraient lieu si ce n'était pas un concept strictement instrumental, était considéré une boîte noire, dans l'expression de Milton Friedman. L'ambition neuroéconomique, par contre, est d'ouvrir cette boîte noire de Friedman, pour ainsi dire, de façon à produire des modèles plus raffinés, comme ils disent, du comportement de l'investisseur et du consommateur, appelés génériquement des individus. Mais il y a un détail, même pour Jevons, le comme si était une hypothèse volontairement absurde, entre guillemets, et cela ne posait aucun problème.
Jevons écrivait au temps où se développait la théorie de l'équilibre général, qui est devenue centrale pour l'économie dans la formulation de Léon Walras. Si N-1 marchés sont en équilibre, alors le Nième le sera aussi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que l'ensemble des marchés dans une économie font système. Pour comprendre les flux de biens et de monnaie, il faut fermer un cadre de rapport qui fonctionne comme un micro-univers. C'est un système théorique fermé. Cela veut dire que la formulation de Jevons tire sa force du fait même d'être un peu circulaire, c'est-à-dire qu'elle découpe un système à une logique propre où tout changement, toute variation est absorbée par une échelle déterminée d'avance et les interactions entre les nœuds, c'est-à-dire les agents, qu'on appelle aujourd'hui homo economicus, se contrebalançaient. D'où la notion microéconomique de l'équilibre. Les transactions ont une double entrée et l'absence de transactions correspond à une épargne qui quand même garantit la stabilité topologique. C'est une notion éminemment homéostasique pour revenir à la conception de Cameron. Et cela est obtenu par l'entremise de cette notion d'utilité qui vient de Jevons. Parce que l'utilité, elle n'est à proprement parler rien, même pour Jevons. C'est une notion inspirée de la physique thermodynamique. Il n'y a pas d'énergie dissipée. Il n'y a pas ici de monnaie non employée. Et comment l'économiste, lui, saisit ce niveau de cette utilité? Par ce que le vocabulaire néoclassique appelle la marge. Que la variation de l'utilité d'un bien étant décroissante par rapport à la quantité possédée ou consommée de ce bien, l'utilité pour un agent devient mesurable là où il cesse de le désirer davantage. Maximiser son utilité dans le vocabulaire des premiers marginalistes, cela voulait dire tout simplement, tant qu'on le voudra, on participera à des transactions. Et qu'on le voudra, bien sûr, et qu'on le pourra. Parce qu'il y a aussi la notion de budget ou de dotation qui n'est plus mesurée en heures, strictement, comme dans l'économie classique, celle de Smith à Marx, à peu près. Dans le langage de certains utilitaristes, la valeur ou l'utilité est mesurée en une unité imaginaire appelée utile. Cependant, les utiles ne sont pas mesurables. Ils disent cela ouvertement. Ils n'existent pas dans le plan collectif. Ils sont intérieurs à tout un chacun, et même là, ils ne sont pas du tout des unités, vraiment, puisqu'ils sont imaginaires, des approximations théoriques et politiques du désir en tant qu'il se dirige à un objet de transaction. Néanmoins, les outils peuvent être mesurés par procuration, comme ils disent, pour ainsi dire, à travers un signe extérieur. Et ce terme de signe extérieur, bien sûr, n'est pas de Jevons, qui est le prix, c'est-à-dire la monnaie. Enfin, c'est tant qu'on veut, mais c'est aussi tant qu'on peut. Et cela devient tant que je suis disposé à payer, tant que je suis capable de payer. C'est-à-dire, il s'agit d'accrocher à un désir, entendu comme utilité, une échelle extérieure, reconnaissable et acceptable, opérative, d'ailleurs née au plan du transindividuel. Et voici une opération conceptuelle, d'ailleurs assez brillante, opérée par les premiers utilitaristes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. L'économie, et plus particulièrement la théorie du consommateur, qui est une partie de la microéconomie, comme la neuroéconomie, pourra être une étude du choix humain pourvu que certaines conditions soient satisfaites, que la réalité du choix, en tant que le choix est une manifestation extérieure, socialisée, prononcée, donc politique, du désir et de l'affectivité, soit cernée, soit comprise dans des bornes particulières. Que ce désir ne soit étudié que comme révélation d'un mode de participation au collectif, mais aussi que ce collectif lui-même soit cerné dans une de ses configurations en particulier, qui est celle du marché, où les biens sont échangés sous l'ordre d'un rituel en général, et Mauss a beaucoup écrit sur ça, c'est très important de le lire, et en particulier d'un rituel de paiement, un rituel de monnaie, de création de sens par une mise en échelle, par la postulation d'un langage qui donne naissance et révèle un désir de prime abord médiatisé.
Le cerveau lui-même devient cette boîte noire de Friedman, tout simplement, ce qui ne pose pas de problème, puisque les circuits auxquels ce champ de connaissances s'adresse sont harmonisés ou mis en consonance. Or, cela est bien ce que veut dépasser la neuroéconomie, dans le but déclaré d'enrichir le pouvoir d'analyse de l'économie par l'incorporation des nuances des opérations d'évaluation et de décision à l'intérieur des circuits neuronaux. Bon, ainsi, il s'agit d'une tentative d'identification formelle d'une suite de mécanismes d'une nature économique, c'est-à-dire, comme pour les économistes du comme si, tels les utilitaristes à la suite de Jevons, un mode de rapport au collectif de réponse à des stimulations appelées choix ou décision, cernées par la notion d'échange où les notions opératrices sont le gain et la perte, par l'entremise d'un outil psychosocial qui rend arithmétique tout rapport désirant, toute évaluation intime, la monnaie. Bon, voyons cela. Cette opération, cette stratégie, ce travail se dessine donc dans le sillage d'une science expérimentale déjà appliquée à l'économie de façon plus générale par Amos Tversky et Daniel Kahneman, et ce dernier a reçu le prix Nobel. Tversky était déjà mort quand il a reçu ce prix, donc Tversky ne l'a pas reçu. Dans le champ de recherche nommé économie comportementale, Behavioral Economics. Bien entendu, ces psychologues et économistes-là n'affirment pas qu'ils puissent découvrir les mécanismes mêmes de ce processus de choix, mais qu'il est possible d'incorporer des données issues de l'observation directe d'agents dans des conditions contrôlées au modèle de la rationalité, soit en définissant les limites de cette rationalité, la bounded rationality, soit en disloquant la courbe de la rationalité. En tout cas, ceux dont la neuroéconomie profite pour pouvoir se présenter comme une branche de l'économie expérimentale est l'expérience contrôlée, où les agents sont stimulés d'une façon prévue d'avance, ou, comme dans les sciences de la nature, on sait d'entrée de jeu comment les données à la fin devront être interprétées, soit pour accepter, soit pour rejeter une hypothèse. Et les agents ainsi sont donc stimulés d'une façon contrôlée. Ils sont appelés à faire le choix entre des options bien délimitées d'avance et toujours à partir d'une perspective de gain et de perte. C'est une variation qui doit, bien entendu, être mesurable aussi précisément que possible, et pour un certain courant de la neuroéconomie, elle doit être assignable à une variation proportionnelle de l'activité cérébrale, ainsi qu'à des étapes de cette activité, qui sont censées révéler toute la procédure cérébrale par laquelle une perception devient une évaluation, qui devient une décision, qui devient une action. Il faut que ce soit possible de saisir des variations les plus infimes afin d'associer les différentiels des données de la résonance magnétique aux variations des valeurs, qui sont monétaires bien entendu, assignées au jeu de perte et de gain. Mais enfin, pour résumer tout ceci, il faut être possible de trouver des processus itératifs qui fassent système et qui puissent être désignés comme les mécanismes inhérents au cerveau humain de cette décision économique. Autrement dit, il faut utilement que le sujet de l'expérience de laboratoire soit à tout moment engagé d'une façon formelle avec l'univers présupposé de l'étude, que cet univers décrit en termes approximatifs par Jevons, mais cette fois enrichi d'une observation prétendument empirique. Or, nous avons vu que ce qui permettait à Jevons et à sa suite utilitariste de travailler sur cet univers est qu'ils appauvissaient l'univers de l'action humaine pour ne considérer que ce qui a lieu dans le cadre cerné des budgets et des transactions, c'est-à-dire dans un système fermé de l'économie qui est d'ailleurs représenté avec une grande élégance dans la boîte d'Edgeworth. Ainsi, il faudra dédoubler un peu la question. Premièrement, qu'en est-il du système dans lequel la rationalité pouvait se manifester en tant que rationalité du système?
Et deuxièmement, quel est le mode par lequel l'insaisissable complexité des affaires, de ces corps dont personne n'a su dire de quoi ils étaient capables, comme disait Spinoza, est réduite à une linéarité lisible et calculable, itérative d'ailleurs, qui puisse être l'objet d'expériences de laboratoire. Bon, heureusement, à mon avis, la réponse à la première question suggère une réponse à la deuxième aussi. D'une part, Glimcher lui-même opère l'approximation de la perspective biologique, à la fois génétique et neurobiologique, du mode de fonctionnement systématique de la boîte d'Edgeworth. Le comportement économique, dit-il, fonctionne sous le mode d'une opération évolutionnaire caractérisée par, et je cite, la maximisation de la capacité fitness reproductive des organismes à l'intérieur des environnements où ils opèrent. Dans la parole du neuroéconomiste lui-même, la procédure de maximisation de cette capacité reproductive est la rationalité globale de l'environnement, de telle sorte que, pour ce qui est de l'organisme lui-même, l'environnement est ce qui délimite, bounds, la rationalité. Mais la rationalité, dans ce sens, n'a donc pas un rapport direct à un calcul interne. Ce n'est pas une faculté de l'entendement. Glimcher illustre ceci par l'exemple d'une expérience publiée en 1982 par Harper en Angleterre, D.G.C. Harper, avec des canards colverts, mallard ducks, qui ont, comme il dit, comme Glimcher dit, un cerveau très petit. Ces canards, malgré le petit cerveau et malgré aussi le fait d'hériter d'une ligne évolutive très différente de l'humaine, comme dit Glimcher, sont capables de se distribuer rationnellement sur la surface d'un lac où un scientifique distribue inégalement des morceaux de pain. Là où il y a le plus de pain, il y a le plus de canards, parce qu'apparemment, cela les aide à maximiser leur capacité reproductive, fitness, selon Glimcher. Ainsi, il devient possible d'attribuer à ces canards une fonction d'utilité concave, comme la nôtre, dirait un microéconomiste. Mais le plus intéressant dans cet exemple de Glimcher, c'est qu'il s'agit d'un collectif de canards qui s'organisent en groupe et dans un intervalle très court, d'environ 60 secondes, sont capables de se réorganiser selon le rythme auquel le pain est offert par les chercheurs. Et là, Glimcher dit que des mécanismes de conflit, d'agression et de compétition opéraient au moment où cette solution rationnelle était trouvée. Fin de citation. Cela montre que dans ce champ de recherche, la rationalité globale, que d'autres appelleront aussi la rationalité environnementale, ce sont des synonymes, comme nous verrons par la suite d'ailleurs, pourrait être interprétée de deux façons radicalement opposées. C'est intéressant ça. Parce que de même façon, on pourrait le faire mécaniquement, comme si c'était un phénomène semblable à l'osmose, une osmose de canard, soit d'une façon quasiment mystique, comme si c'était la manifestation financière, ou dans ce cas canardière, d'un grand logos universel qui sous-tendrait le fonctionnement de tout système biologique, et en particulier celui des transactions entre des êtres désirants moyennant un instrument financier, la monnaie. En tout cas, la rationalité au sens de la microéconomie, comme nous avons vu au début, est un trait indispensable du système, qui attribue le sens aux actions des sujets de la recherche, c'est-à-dire aux agents économiques. Et c'est bien cela le sens de cette rationalité écologique à laquelle ils font appel pour justifier cette fonction d'utilité concave dans des canards, dans les sujets de la neuroéconomie, dans les marchés, et ainsi de suite. Parce que cela consiste grosso modo à saisir l'environnement où opèrent des agents doués de volonté comme un système fermé et homéostatique, ajouterait Cameron. Le neuroscientifique évalue ces sujets par rapport à un fonctionnement sans bruit de ce système et il trace ses fonctions d'utilité à partir de l'éloignement par rapport à cette fonction idéale concave.
Cameron, lui, parle de l'homéostasie comme un rapport entre un organisme et son milieu, mais l'avantage pour un économiste de considérer la rationalité comme globale ou environnementale est de pouvoir désigner pour une expérience particulière un environnement particulier qui lui soit directement assignable. Et cette flexibilité lui permet de traiter de questions telles que l'apprentissage, par exemple. Glimcher donne l'exemple d'un agent qui ne connaît pas le bon moment de vendre les actions de l'entreprise quelconque et ne sait pas qu'il peut faire confiance aux suggestions de sa banque. Et en ce moment, il jouera un jeu continu de gains et de pertes jusqu'à ce qu'il lui deviendra plus clair ou plus automatique comment le marché fonctionne ou comment ce système fermé fonctionne et d'où il est possible d'espérer plus ou moins de gains, c'est-à-dire d'utilité, et d'ajuster ainsi sa fonction concave d'utilité à ce système qui lui est présenté. Et l'important est que la répétition du jeu, ici, indique que les paramètres sont stables. Ils sont donnés d'avance parce qu'ils appartiennent à un cadre institutionnel que le neuroéconomiste pourra traiter comme un système fermé, ou plutôt comme un environnement où la rationalité évolutive d'un agent qui cherche à maximiser sa capacité reproductive pourra se développer. Ainsi, la formulation de ce champ calculable qui est le système exige une détermination de ces bornes, de ces frontières. Qu'est-ce qui va se jouer dans le processus du choix en tant qu'il se manifeste dans un échange, dans un échange monétisé? À ce stade, ce qui joue un rôle central est un corollaire de la monnaie qui est le budget. Dès que les ressources sont finies à une échelle suffisamment petite pour que tous les gestes possibles et leurs réponses soient comportées par l'expérience, toute variation dans les attitudes est modulable, saisissable et passible d'être mise dans une équation d'utilité. Ainsi, je dirais qu'il s'agit d'une question d'opération technoscientifique. Et en ce cas particulier, on peut affirmer que la construction technique de cette voie de recherche a aussi deux dimensions, qui sont la production et l'obtention de signaux clairs qui puissent être interprétés selon le différentiel dans une échelle. L'on sait bien que l'attention d'un sujet ne mobilise pas un aspect isolé de sa capacité cognitive, c'est-à-dire de son cerveau, mais son appareil psychique en entier, avec son inconscient, sa mémoire, ses automatismes, ses héritages culturels et tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire que les effets ici ne sont pas unidimensionnels, alors qu'ils ne peuvent pas être mis dans une échelle. Or, la tâche de la neuroéconomie est justement de renverser cela, d'isoler tout cela comme étant des constantes extérieures au système, c'est-à-dire du simple bruit sans corrélation visible avec la causalité du signal, à peu près comme le fait la science expérimentale. C'est-à-dire, la rationalité systémique ne peut être obtenue que par des procédés techniques sur les sujets. Pour capter les données claires que le chercheur nécessite, les instruments sont bien connus, le principal étant la résonance magnétique fonctionnelle, fMRI, qui identifie l'activation de zones neuronales, c'est-à-dire qui mesure des affections, pas des affects, dans le cerveau. Des mises en mouvement d'une partie par une autre ou par une stimulation externe. Par contre, il faut bien que le scientifique expérimental puisse assimiler les affections l'une à l'autre, c'est-à-dire trouver ce qui lui semblera une causalité au sens strict. Ensuite, il lui faut pouvoir assimiler cette causalité à des effets d'un ordre qui puisse attribuer au domaine de l'économique, une évaluation, un désir, une décision, choix, dans le vocabulaire des économistes. Comment fait-il pour opérer ces dimensions ensemble? Et je pense que c'est ici que se joue l'essentiel de la production du système d'entendement dans la neuroéconomie. Pour pouvoir même participer à une telle expérience, le sujet doit être mis dans un état discret, et sujet là dans le sens de la recherche expérimentale,
Il doit mettre dans un état discret, particulier, immédiatement identifiable à un choix exclusivement bivalent. Et ceci dans le but de rendre ces variations d'état psychique observables et mesurables. Le chercheur doit donc, avant tout, établir, même créer le cadre dans lequel ces mesures auront du sens. Le chercheur doit donc, pour ainsi dire, créer son propre langage, mettant en conjonction son propre appareil psychique, celui de son sujet, et aussi les éléments techniques desquels il dispose pour travailler. La tâche de l'économiste, qui est arithmétique originellement, puis statistique, devient alors un travail sur la fait. Si d'une part, le gain et la perte font écho à la vieille thèse spinoziste des affections joyeuses et tristes, d'autre part, l'ambition du neuroéconomiste pourrait être dite celle de chercher l'affection physiologique de chacun de ces affects, comme si le chercheur essayait de faire l'association claire et calculable de l'affect aux affections du corps, c'est-à-dire du cerveau. À chaque fois qu'une partie du corps met l'autre en action, c'est-à-dire à chaque fois qu'une perception, par exemple, produit une réaction chimique et électrique dans le cerveau, le chercheur veut la capter et l'associer à la production d'une idée et d'un affect, mais dans un raisonnement causal, ces affections étant les causes des états psychiques. Ils emploient beaucoup cette expression. Et à ce point, la tâche du chercheur est de signaler le mode de la rationalité de cette relation causale dans le sens de la rationalité écologique, ou globale, ou environnementale. À l'origine, dit Glimcher, et je cite, « La théorie de l'utilité dit que les preneurs de décision doivent représenter la désirabilité de chaque choix possible d'action en employant une échelle commune et que choisir est la procédure par laquelle l'on par laquelle l'on sélectionne le plus désirable parmi les cours d'action possibles. » Fin de citation. La neuroéconomie prend appui, dit Glimcher, dans les thèses de Pascal et de Bernoulli au début, et puis tout le reste de la statistique s'est développé par la suite, décrit tous les deux comme des précurseurs de la théorie de l'utilité, curieusement. Bernoulli, en particulier, est célèbre pour avoir inclus la question du budget, que Glimcher appelle, et c'est symptomatique, je pense, un facteur interne au sujet. Glimcher parle bien du désir comme représentation d'une course d'action. Ce n'est pas un désir qui se projette vers l'extérieur en tant que producteur de voies d'action, mais au contraire un désir qui absorbe l'action ou l'objet, qui lui est présenté et conçoit la représentation d'une narrative qui suit l'action prise. Les neuroscientifiques, dit Glimcher, et je cite, commencent à peine, le texte est de 2005, à décrire la computation qui transduit, et le mot là est de Glimcher, les mesures objectives du monde extérieur vers des représentations de la désirabilité. Fin de citation. Il s'agit bien donc de mesures objectives, comme il dit, où le cerveau exerce un calcul transductif, comme il dit aussi, et produit une représentation. Il faut remarquer que l'auteur parle de mesures objectives et juste avant, il avait parlé d'une échelle commune. Mais là, de quoi s'agit-il au juste? Or, une échelle comme celle-ci est non seulement un dispositif qui lie chaque preneur de décision au système ou au collectif, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui le marché, mais aussi un dispositif qui fournit le genre de variabilité dont le calcul d'une fonction d'utilité a besoin. À cette fin, tout élément qui dirige l'affectivité d'un sujet de recherche vers le fonctionnement dans une échelle commune, mais surtout univoque et mesurable, peut être employé. Pour les canards, colverts, nous l'avons vu, ce sont des boulettes de pain. Pour les singes, c'est une quantité bien définie de jus appliquée, et ceci, comme j'avais dit, est très important, à des quite thirsty monkeys, comme dit Glimcher, des singes assez soifés. Et pour les sujets humains, bien évidemment, c'est l'argent. Dans certaines expériences, les sujets sont orientés à essayer de gagner le plus d'argent possible. Et c'est assez important par ailleurs que cette orientation soit donnée
Parce que sinon, les agents, souvent, sont assez satisfaits de gagner juste un peu, ou, puisque les valeurs sont minuscules, de ne gagner rien du tout et de chercher leur satisfaction ailleurs, soit dans l'empathie avec les autres sujets, ou un sens moral, ou que sais-je. Mais enfin, aussi, non seulement l'argent ou la nourriture peut apparaître comme opérateur qui permet de réaliser cette transduction dont Glipture parle, aussi le sujet doit être mis en conformité avec le système prévu par l'expérience, c'est-à-dire un état de désir objectivé exercé sur des objets représentables où l'échange d'actions pour de l'argent ou de la nourriture constitue un système fermé et rationnellement observable. Ainsi, un parallèle avec les Quite Thirsty Monkeys, où le jus de fruits est pour ainsi dire monétisé, la production d'états extrêmes d'affectivité est aussi une technique d'arithmétisation de l'affect dans la neuroéconomie. Les singes sont quite thirsty parce que du contraire, leur désir de boire ne serait pas binaire. Pour les humains, les stratégies sont semblables. À part les instructions de gagner autant que possible, nous trouvons aussi des expériences qui font recours à la pitié, par exemple, comme dans l'expérience où le chercheur demande au sujet de choisir très très vite parmi des enfants affamés en Afrique avec des photos et tout, laquelle va finalement recevoir une assiette remplie de bonne nourriture. C'est cruel cette expérience-là. Ou alors le jugement moral, comme dans l'expérience où il est demandé au sujet d'évaluer la générosité d'une offre monétaire venant d'un autre sujet, qui est le jeu de l'ultimatum, avec une variation qui est le jeu du dictateur, et même des états psychiques qui ressemblent beaucoup à la soif des singes assoiffés. On va voir ça par la suite. À l'intérieur de cette production d'états affectifs extrêmes, univoques, la neuroéconomie fait une découverte qui pourrait être rapportée à la production de structures psychosociales, des catégorisations et de l'avènement de séries de sens en rapport constant avec des significations codées, à partir des profondeurs de l'affectivité basale, on va se dire. La notion d'argent, selon des recherches neuroéconomiques, active les mêmes mécanismes dans le cerveau reptilien, comme l'on dit, que la faim ou la pulsion sexuelle ou la peur. Il y a un article qui argumente, par exemple, que pendant le Ramadan, les opérateurs des bourses de valeur dans des pays musulmans se comportent autrement que pendant le reste de l'année. Et puisqu'ils ne mangent rien pendant la journée, ils risquent moins dans le marché. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans un rapport avec cette perte, ce rapport de perte et gain qui est moins urgent, c'est moins extrême. Mais ce n'est pas ce qui dit l'article, ça c'est moi qui interprète. Mais bon, je ne vais pas entrer trop là-dedans parce que ce n'est pas le sujet. Enfin, toutefois, il faut faire attention au fait que ces mécanismes activés par la notion d'argent sont aussi modulés par cette notion. Ils gagnent un autre sens, de sorte que avoir faim et n'avoir pas assez d'argent pour manger ne se réduisent pas à un même état affectif, puisque la deuxième situation se trouve cernée dans un sens collectif et une calculabilité, c'est-à-dire une signification codée que la faim ne possède pas. La faim, elle, est intime et très difficilement calculable, bien sûr, sinon par l'association comme affectivité, avoir très faim, un peu faim, etc. Rien de ça ne correspond à avoir une dette correspondant à 30% ou 120% de son patrimoine ou de son budget. Dès que quelqu'un a faim, il ne s'agit pas d'une simple opération cérébrale liée à la recherche de la nourriture et de la prise de décision, de quelque genre que ce soit, mais d'une production complètement altérée d'état psychique dans toutes les dimensions de la vie psychique, de la vie affective. C'est un fait beaucoup plus topologique là que proprement fonctionnel, comme il faut pour la neuroéconomie. Autrement dit, l'argent, comme dirait Georg Simmel à partir de Marx, l'argent est un équivalent général. Il est la forme la plus abstraite d'un dispositif social du désir objectivé.
L'affamé veut manger, l'assoiffé veut boire, l'excité veut du sexe, bien sûr. Mais l'argent, non seulement peut se placer comme médiateur et modulateur pour toute cette pulsion, traduisant l'impulsion biologique en attitude de recherche sociale, mais aussi l'argent quantifie les possibilités de réalisation de ces désirs et leur intensité, ainsi que leur mode de concrétisation dans un contexte social donné. L'argent, alors, nous apparaît comme un vecteur qui relie une série d'affects, qui produit une chaîne qui va de l'affectivité au sens et de là au transindividuel. Or, une telle chaîne est indispensable pour une variation de l'économie comportementale qui se précise dans sa recherche de fondements intimes d'opérations économiques. En associant la prise de données à l'avènement de données, à la fois dans les appareils de captation comme la résonance magnétique et dans les séries affectives à l'intérieur du corps, notamment le cerveau, la neuroéconomie peut moduler ses propres variables. Ainsi, dès que l'on considère un budget et un prix, il devient possible de stipuler que l'agent va désirer selon le rapport entre son désir, son argent et le code en termes de prix, c'est-à-dire d'argent encore, de l'objet qui lui est présenté et qu'il représente intimement. Juste une phrase qu'à partir de cela, il devient possible de tracer une fonction d'utilité concave, normalement, à partir des manifestations de ce rapport transitif, et c'est Glimcher qui l'appelle ainsi, pourvu que le dispositif soit présent et l'état extrême de besoin affectif soit construit. Bon, après, j'aimerais faire une petite comparaison avec les travaux de Nicolelis, qui ont une base complètement différente et qui ont des résultats assez intéressants et très différenciés. Mais je peux faire ça pendant la discussion. Bon, merci. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup, c'est très très intéressant.